On ne sait plus si l'on doit dire enfin ou méfiance. La Haute Autorité de Santé a rendu jeudi 30 dernier son avis. Ça a été saisi par le ministre de la Santé François Braun pour la question de savoir s'il fallait, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés au système de santé. On rappelle alors que cette mesure inouïe dure depuis désormais 18 mois. On rappelle que ces soignants sont en dehors de tout cadre légal sur leur travail, qu'ils n'ont droit ni de travailler ni de se former pour se réorienter. Et on rappelle enfin que la France est le dernier pays d'Europe à avoir maintenu cette décision. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. La Haute Autorité de Santé a donc estimé que la couverture vaccinale à l'hôpital était suffisante, en sachant qu'il est admis que le vaccin ne protège pas de la contamination. Et le gouvernement a annoncé qu'il allait suivre la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors comment doit-on interpréter cette décision et surtout quel est l'état d'esprit de ces soignants suspendus? Sont-ils soulagés ou bien au contraire ont-ils fait une croix sur un retour dans ce système de santé? Nous en interrogerons plusieurs au cours de cette émission spéciale, mais pour en parler, nous avons aussi avec nous 3 personnalités très importantes qui se sont battues corps et âme pour ces soignants. Bonjour Martine Vonner. Bonjour. Bonjour Martine Vonner, vous êtes médecin psychiatre, fondatrice du mouvement Ensemble pour les libertés, co-auteur dernièrement de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font aux éditions Nouvelle Terre. Nous avons aussi avec nous Maud Marian. Bonjour Maud Marian. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocate en droit des affaires internationales et en droit pénal des affaires et vous avez proposé pendant cette crise sanitaire de défendre bénévolement les soignants non vaccinés. Vous êtes d'ailleurs membre d'un collectif de 300 avocats qui œuvrent ensemble pour la protection de ces soignants. Et enfin, nous sommes également avec Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Marc Doyer, vous êtes donc porte-parole de Verity France. Vous me permettrez, Marc Doyer, de faire honneur aux dames pour cette émission. Alors, Martine Vonner, quelle est votre première réaction concernant cette annonce? Est-ce que c'est un soulagement ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours se méfier avec ce gouvernement dont on sait qu'il a traité vraiment très durement ses soignants? Alors en effet, on aimerait pouvoir sauter de joie, applaudir des deux mains, mais certes, c'est une mesure de bon sens qui vraiment n'avait que trop tardé. Mais comment aujourd'hui arriver à se réjouir alors que ce gouvernement mène par, alors j'ai failli dire par le bout du nez, mais non, à la baguette et actuellement à la matraque sur d'autres sujets, le peuple français. On sait que tous ces soignants, tous ces professionnels qui ont été suspendus, ce sont au fond eux qui n'ont pas eu peur dès le début. C'était eux qui étaient au combat, qui étaient en première ligne, qui ont été là dès le mois d'avril, mai, mars, pour ce qui concernait l'Est de la France, qui étaient là au chevet des patients, qui étaient là, je pense aux pompiers, pour aller chercher des personnes qui étaient dans leur domicile, en insuffisance respiratoire, et les SAMU ne se déplaçaient plus parce qu'ils n'en avaient plus les moyens et que tout le monde était à l'hôpital. Et on a ces professionnels qui ont été applaudis tous les soirs à 20h, et ce sont eux qui ont été écartés, ce sont eux qui ont été humiliés, ce sont eux qui ont été bafoués. Donc en fait, on est avec ce gouvernement, malheureusement, souvent, que trop souvent, dans des injonctions totalement contradictoire. Je t'aime, je te hais, je te rejette après t'avoir applaudi. Et en plus, on sait très bien, et on le sait tous depuis très longtemps, sur le plan scientifique, cette injection ne tenait absolument pas la route. Elle était prometteuse et beaucoup de professionnels de santé y ont été un petit peu les yeux fermés à se faire injecter. Mais on sait aujourd'hui sur le plan scientifique que cette injection n'a absolument pas rendu les bénéfices qui étaient attendus, mais surtout, et d'autres personnes ici pourront en parler encore beaucoup mieux que moi, ont entraîné des effets secondaires et parfois malheureusement jusqu'au décès, jusqu'à la disparition de la personne. Donc rien de scientifique dans tout ça, et on a une haute autorité de la santé qui prétend prendre cette décision, enfin en tout cas donner son avis sur on va dire, la science, en se basant sur la science. Or, ceci est totalement faux là aussi. Donc, on est vraiment dans un programme total de contrôle de la population par le biais très simple du contrôle de l'immunité. Et tout ce qu'on savait depuis tellement longtemps
en médecine et qui aurait permis de ne pas avoir cette division à la fois de la population générale, mais aussi des professionnels de santé, c'était tout simplement faire des contrôles d'anticorps. Là encore, j'allais dire, la médecine de bon sens a été laissée de côté, mais pour que des soi-disant sachants qui ont le pouvoir gardent la main sur toutes les décisions, mais aussi la population en mode contrôle. Bien sûr, et comme d'habitude dans cette crise, comme souvent malheureusement, ceux qu'on appelait les complotistes ont été stigmatisés, puis au final, on leur a donné raison plusieurs semaines après. Maud Marian, vous qui défendez beaucoup ces soignants, j'imagine, on en aura bien évidemment au cours de cette émission qui vont témoigner, mais qu'est-ce que vous pouvez retirer des réactions que vous avez eues avec vos clients? Est-ce que quelle est leur réaction? Comment perçoivent-ils aujourd'hui cette réintégration? Est-ce qu'ils sont soulagés ou est-ce qu'au contraire, ils sont tellement abattus qu'ils n'espèrent même plus rentrer dans ce système de santé? Je dirais qu'il y a un peu de tout. La première réaction, c'est évidemment un soulagement parce qu'il y a quand même tout d'un coup une prise en compte d'éléments scientifiques et juridiques qui auraient dû être pris en compte depuis bien longtemps. Mais il y a une très forte méfiance de tous ceux qui ont pu lire les derniers avis, non pas seulement de la Haute Autorité de Santé, encore que celui-là est déjà pas mal, mais il y a eu d'autres avis qui sont tombés en février, en mars, de la part des autorités sanitaires qui sont pas très, qui nous permettent pas d'être très optimistes. Et puis après, évidemment, il y a cette levée de bouclier qu'on a pu voir dans la presse récemment, des médecins ou infirmiers qui seraient contre la réintégration de leurs confrères. Et puis, il y a de toute façon une appréhension parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être accueillis concrètement à l'hôpital, à la fois, j'allais dire, sur un plan humain, mais aussi sur un plan juridique, parce qu'il y a énormément de problèmes juridiques qui se posent. Ils ne savent pas s'ils vont être indemnisés des manques de salaire. Et ils ne savent pas non plus s'ils ont vraiment envie d'y retourner. Certains n'y retourneront pas. Certains sont de toute façon reconvertis dans l'intervalle. Mais ceux qui souhaiteraient y retourner ont beaucoup, beaucoup d'appréhension sur ce qui pourrait leur arriver là-bas et puis les conditions qu'on va leur imposer. Parce qu'on peut s'attendre à des conditions matérielles et juridiques peut-être de nature à dissuader les gens de retourner travailler. C'est très complexe comme question en réalité. Oui, j'imagine, chaque cas est particulier. Mais bon, au moins, Marc Doyer, il y a quelque chose dont on peut se réjouir, c'est finalement au moins, malgré ces conditions, malgré on ne sait pas si, bien évidemment, ils vont avoir des retours sur salaire, il y a au moins cette question de la dignité qui peut être soulevée. Et on a fini, même si c'est peut-être pas forcément très volontaire de la part du gouvernement, par reconnaître cette dignité de ces soignants qui ont été traités d'une manière absolument inouïe dans cette crise. Marc Doyen, voilà. Oui, vous m'entendez ? Oui, c'est bon, merci. Oui, pardon. Je voulais dire que, en fait, vous parliez de dignité. Malheureusement, ça fait longtemps que la plupart de nos dirigeants politiques qui ont pris ce genre de décision ont perdu leur dignité. Je rappellerai quand même qu'on nous a parlé de non essentiels pour finir sur des suspendus. C'est quand même, les mots ont un sens. Et là, on voit bien qu'on a touché le fond avec tout ça. Moi, vous savez, j'ai été en première ligne avec des soignants, non suspendus et suspendus, vaccinés et non vaccinés, puisque autour de Morissette, j'ai eu un formidable élan de solidarité dans l'Oise avec justement un groupe de soignants suspendus qui sont spontanément venus m'aider chez moi et prendre en charge en partie Morissette. Et en fait, le paradoxe dans tout ça, c'est que moi-même vacciné, la seule fois où j'ai attrapé le Covid, c'est quand je suis allé à l'hôpital avec soi-disant des soignants qui avaient été vaccinés et qui devaient me protéger. Donc on voit bien un petit peu le non-sens de tout ça. Je voudrais aussi rappeler, alors je me risquerais à être heureux de cette nouvelle parce que forcément, là on parle de femmes et d'hommes, il faut le rappeler quand même à vos auditeurs parce que tout le monde ne le sait pas en fait, qui depuis presque 2 ans sont sans rien, c'est-à-dire qu'on les a laissés sans salaire et sans même la possibilité de pouvoir, par exemple, comme n'importe qui, bénéficier du chômage. Ni de formation d'ailleurs, ils ne pouvaient plus se former ailleurs pour éventuellement se reconvertir. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est terrible. Encore une fois, vous parliez de dignité, mais quelle femme ou quel homme politique a pu laisser faire ça? Parce que quand même, il n'y a pas eu beaucoup de courageux pour dénoncer tout ça.
voilà, vous le disiez, nous, on a osé le faire et on a été roulé dans la farine, insulté, harcelé, tout simplement traité de complotiste. Donc voilà, je dirais que ouf, enfin, peut-être effectivement, il y a une prise de conscience des autorités qui se disent on peut plus tenir comme ça. Maintenant, je dirais que c'est terrible ce que je vais vous dire, mais en fait, j'ai plus confiance, moi. Et j'espère que c'est pas un oui mais, voilà, que cette décision. Il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce qu'ils vont être dédommagés de presque 2 ans sans salaire, voilà, je veux dire. Et puis effectivement, moi, ça m'a frappé, c'est que depuis quelques jours, tous ceux qu'on a entendus sur les plateaux de télévision, là, je parle des médecins, qui se sont d'ailleurs trompés, souvent trompés, continuent de nous dire simplement qu'ils étaient contre la réintégration des soignants. Mais on est dans un monde terrible, là, je veux dire. C'est juste un problème d'humanité, quoi, je veux dire. Donc, voilà, nous, à Verity France, on est content de cette décision, bien sûr, parce que, vous savez, moi, je rencontre régulièrement sur le terrain des médecins qui viennent me voir et qui sont dans un état. Mais j'ai rencontré une pédiatre à Lyon il y a quelques semaines. Vous savez, on a fait une manifestation. Martine était là pour soutenir les soignants. Et il y a une femme qui est venue me voir et je lui ai demandé mais quelle est votre spécialité? Et elle m'a dit la chose terrible. Elle m'a dit j'étais pédiatre. Vous vous rendez compte? Voilà ce que l'on a fait dans notre pays. On a rendu des gens comme ça qui ont par le passé sauvé des vies, parce qu'il faut pas oublier que tous ces gens-là, en fait, ont la vocation de sauver des vies. Donc, je crois que il faudra un jour quand même analyser tout ça, parce que c'est très grave ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà. Bien sûr, et puis au-delà du symbole, au-delà de la réalité, il y a essentiellement ce symbole et cette absence d'humanité, comme vous l'avez souligné dans ces décisions. Nous sommes, je crois, avec un premier témoignage à l'antenne. C'est Adélaïde Joran. Bonjour Adélaïde Joran. Vous nous entendez? Oui, bonjour Valentin. Bonjour, vous êtes donc vous orthophoniste, alors je ne sais pas s'il faut dire vous étiez ou vous êtes, pour vous êtes orthophoniste à l'hôpital public de Périgueux en Dordogne, et alors vous avez été suspendu, donc racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, donc j'ai été suspendu comme tout le monde, courant septembre, enfin comme tout le monde, comme tous les professionnels suspendus, bien sûr. Courant septembre 2021. J'ai envie de dire que l'histoire, elle commence avant, donc je vais le reprendre par ordre chronologique, ça fait un petit peu linéaire, mais ça permet de comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivée à cette suspension. Bon, bien sûr, c'est un profil de citoyen de toute façon. Auparavant, ça veut dire qu'on s'était peut-être intéressé déjà à quelques problématiques sociétales ou professionnelles. Moi, je sais que j'avais régulièrement des entretiens avec ma direction, parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient compliquées dans un établissement public de soins. Bon, et là, en fait, l'histoire, elle commence en 2020. En 2020, quand il y a des choses contradictoires qui sont dites à la télévision pour la population et qui sont réalisées à l'intérieur de l'hôpital. Par exemple, on a vidé l'hôpital parce qu'on attendait une vague, mais ça veut dire qu'on ne soignait pas les patients qui étaient là en attendant la vague des patients potentiels. Alors, on a eu la chance à l'hôpital de Périgueux de ne pas avoir la vague de Covid, comme par exemple il y a eu dans le Grand Est, où il y a eu vraiment un afflux de patients. C'était apparemment le Capharnaüm aux urgences. Donc nous, on n'a pas eu ça, mais on a arrêté de soigner les patients quand même. Donc plan blanc avancé, plus de patients, on a vidé tous les services, on a redéployé les agents, mais il n'y avait pas de travail, mais c'était au cas où, et on a déprogrammé les consultations externes. Donc ça a commencé à m'interpeller. Donc vous avez déjà entendu parler du fait qu'on n'avait pas suffisamment de matériel de protection, comme les gants, les masques, on a travaillé en sac poubelle, bon ça c'est déjà dit beaucoup, et du coup c'était complètement contradictoire avec la peur panique insufflée à la population qui devait aller à Leclerc, à Auchan ou à Hyper U, il faut pas citer le marque, et laisser ses courses reposer dans le garage. Enfin, c'était vraiment, c'était de quoi venir schizophrène. Après, je me suis aperçue de choses désagréables dans ce qui était inscrit ou pas inscrit dans les dossiers. Notamment, vous savez, il y avait toujours cette histoire, il est décédé du Covid ou avec le Covid, ou alors il est entré pour Covid, par exemple, moi je me souviens d'un jeune patient entré après un accident scooter pour une jambe cassée. On lui fait un test PCR et on le fait rentrer pour Covid dans les papiers. Donc c'est pas possible. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui m'ont interpellée. J'avais créé Vigilance CHP, donc c'est le nom de mon hôpital, parce qu'il y avait des choses gênantes.
Ensuite, il a commencé à y avoir cette histoire de folie de dépistage PCR absolument pour tout le monde, pour les personnels. Et puis, on a commencé à parler vaccination, puis vaccination obligatoire. Et là, c'est vrai que ça s'est accéléré tout ça. Et donc après, j'ai créé nos passes 24 qui permettaient justement, d'un point de vue beaucoup plus citoyen, de réfléchir à cette histoire de société à deux vitesses. Ceux qui étaient autorisés à et ceux qui ne l'étaient pas, et sur un fait de santé. Et donc là, nos passes 24 s'est intéressé, comme beaucoup d'autres collectifs, à tout ce qui était l'aspect démocratique des libertés individuelles, de la place de l'individu, du consentement éclairé, etc. Et puis, il y a eu d'autres collectifs qui se sont intéressés, par exemple, à la notion sanitaire, par exemple, de mise sur le marché d'un produit récemment innovant. Et c'est vrai que tous ces collectifs citoyens se sont un petit peu spécialisés dans des domaines précis. Il y en a certains qui se sont intéressés au masque, la qualité du masque, les études qui prouvaient ou pas, ou qui démontraient qu'au contraire ce n'était pas forcément utile, ou dans quelle situation, ou selon quelle utilisation. Et c'est vrai que tout ce travail de collectif nous a aussi porté. Il faut voir ça, c'est-à-dire que on a vécu quelque chose de dramatique, comme je l'entendais à l'antenne juste avant, de problématiques d'extrêmement graves parce qu'on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la démocratie et de la folie humaine. Cependant, c'est parce qu'on a été méthodique, qu'on a été liés, solidaires, et petit à petit on a réussi à avancer. C'est parce qu'on a été dans cette dynamique-là ça nous a permis de ne pas sombrer dans la folie ou dans la dépression. Certains collègues se sont suicidés. C'est vraiment important de créer et d'avoir un projet. Et là, dans un monde de chaos, finalement, on avait ce côté-là. On va essayer de réfléchir, on va essayer de démontrer, on va essayer de passer en justice. Et petit à petit, on a avancé. Moi, j'ai fait une grève de la faim de 44 jours. J'ai arrêté parce qu'aucun élu n'est venu, aucun journal national. Mais c'était fou. C'était vraiment impressionnant de savoir à quel point, de toute façon, quoi qu'on fasse, les décisions étaient prises. De fil en aiguille, m'apercevant que à la télé ou dans les grands mainstream, on entendait uniquement un discours unilatéral sans débat contradictoire, on a créé un tout petit journal citoyen en Dordogne qui s'appelle La Chaîne 24, le Renifleur 24. Et cet renifleur avait pour vocation d'aller s'intéresser, alors au début on s'est intéressé plus à du sanitaire, mais de s'intéresser à des choses sous un autre angle, par exemple la gestion des forêts sous un autre angle, ou la gestion sanitaire bien sûr, mais sinon l'information sous un autre angle. Et on en parlera d'ailleurs aussi, c'est très intéressant on parlera, c'est très intéressant de la manière dont les soignants et dont les autres se sont aussi organisés et de cette opportunité, dans la douleur, de s'organiser et de voir le monde autrement. Mais donc pour survivre pendant cette crise, donc vous êtes organisés. Et là, est-ce que vous espérez être réintégré ou est-ce qu'au contraire vous vous dites que finalement vous avez plutôt rompu avec ça et que vous voulez aller ailleurs, vous voir ailleurs? Alors, l'hôpital public allait très mal bien avant cette crise-là. Vous avez déjà vu des soignants dans la rue. Cet hôpital public-là, pour moi, il a encore pris un coup dans l'aile, si je puis dire. Par contre, il est hors de question qu'on ne soit pas réintégré, tout simplement pour faire justice. C'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience générique, que cette réintégration-là, elle signera le fait que, effectivement, il y a eu une peur panique, des prises de position qui étaient peut-être malséantes. Par ailleurs, il est important pour moi qu'on soit réintégré parce que, je l'entendais aussi dans le témoignage d'avant, ces salaires qui ne nous ont pas été versés pendant ces 18 mois, pour arrondir, ils nous sont dus, ce sont les nôtres. Donc on va être réintégré et on continue cette organisation pour continuer notre offensive vers une authenticité démocratique. On nous a interdit le droit au travail pour fait de santé, il y a eu discrimination, il faut réparation. Donc réintégrer avec salaire, c'est déjà la première étape. Et je pense très très important d'être réintégré parce que je pense qu'un hôpital public c'est une institution publique, doit prendre conscience. Ça me fait penser à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc il est impératif de prendre conscience que si on a perdu une équité, si on a procédé à une discrimination, c'est très grave dans un établissement public, puisque c'est un établissement d'État qui est censé représenter un petit peu l'aspect démocratique. Bien sûr. Par contre, bien sûr, j'entends votre question. Il est évident qu'on n'a pas attendu. Moi, j'ai fait une grève de la faim de 44 jours, c'est bon. On n'a pas attendu 550 jours sans manger. Donc, bien sûr qu'il a fallu qu'on trouve d'autres moyens pour vivre. Et en général, il y a eu des transitions aussi professionnelles.
Donc il est évident que finalement, elle nous met en bascule, cette réintégration, parce que ça veut dire que là, il faut qu'on avait avancé ou on avait transitionné, et il faut qu'à nouveau, on fasse un choix. Est-ce qu'on laisse l'hôpital parce que nous, on a avancé, ou est-ce qu'on essaye de combiner les deux, ce qui paraît être extrêmement déséquilibrant, parce que c'était quelque chose de dramatique à vivre d'un point de vue psychique pour tous les professionnels suspendus, soignants ou autres. C'est vrai qu'effectivement, vous avez raison. Merci beaucoup, Adélaïde Durand, de souligner la particularité de la date, finalement, 18 mois. C'est déjà une très grande souffrance. Je pense que beaucoup de soignants n'espéraient plus être réintégrés. Et effectivement, ils avaient commencé à se former ailleurs. Et là, on leur redit finalement, vous pouvez rester. Donc, c'est très compliqué pour eux. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, Adélaïde Durand. Je vais me tourner vers nos invités, vers notamment Martine Vonner. Je sais que vous devez nous quitter à 8 heures. On entend effectivement que ce qui ressort de ces soignants, c'est l'incompréhension et puis surtout le sentiment d'être complètement en dehors, alors de l'état de droit, des valeurs effectivement de la République. Donc c'est vraiment un traitement inouï, et puis même donc c'est finalement cette échéance, ces 18 mois, alors que la France était devenue le dernier pays européen à ne pas réintégrer ses soignants. On ne sait pas du tout comment, d'ailleurs, dans quelles conditions elles vont avoir lieu. Il y a la question de la rétribution des salaires. Alors on sait que dans certains pays ça a eu lieu, dans d'autres non. Donc là-dessus aussi, on navigue complètement à vue. On marche complètement à vue, et c'est vrai que cette situation est à un haut niveau de souffrance psychique. Moi qui analyse ça avec mon œil de psychiatre, on a toute une série de professionnels dans des situations très différentes, mais à qui on demande d'aller de nouveau quasiment serrer la main à leur bourreau, parce qu'on a parlé de l'État et de la décision de l'État d'exclure toutes ces personnes. Mais au fond, ce sont toute une série intermédiaire d'exécutants qui ont pris ou qui ont accompagné ces décisions. Donc, comment retourner dans le bureau d'un directeur des ressources humaines, justement, pour peut-être reparler ou reposer les contours d'un contrat de travail en confiance? Toutes les conditions de burn-out pour ceux qui étaient peut-être encore dans la lutte ou qui sont toujours dans la lutte, parce que j'en rencontre énormément et je suis en contact avec énormément de soignants, mais brutalement on leur dit ça y est, vous pouvez y retourner, vous ne savez absolument pas dans quelles conditions, vous ne savez pas du tout si vous allez pouvoir retrouver cette dignité qui correspond simplement à retrouver aussi les salaires perdus et se retrouver dans une ambiance, au fond, professionnelle, avec des personnes qui vont vous regarder de travers, avec aussi cette perte de confiance, parce que les médias, bien sûr je ne parle pas de vous, mainstream, qui ont joué un rôle absolument catastrophique, ont mis dans la tête des patients actuels ou des futurs patients ce questionnement. Au fond, est-ce que je vais accepter d'être soigné par un soignant sans savoir quel est son statut vaccinal? Parce que, bien évidemment, la majorité de la population n'a toujours pas compris que cette injection ne rime à rien et n'a surtout pas entraîné, une protection. Voilà, donc on est dans une situation presque, enfin non, pas presque, mais vraiment de sable mouvant, et c'est complètement logique. Et merci au premier témoignage que vous nous avez partagé, parce qu'on sait très bien que beaucoup de professionnels ont dû se tourner vers d'autres métiers, ont dû, pour beaucoup d'entre eux aussi, quitter la France pour pouvoir continuer leur métier de cœur, leur métier de passion à l'étranger, parce que dans les pays limitrophes, il n'y avait pas cette obligation vaccinale, et ça fait depuis plusieurs mois que ces pays limitrophes accueillent les professionnels de santé français qui veulent retrouver leur métier. Donc on est là vraiment dans une situation très compliquée, à la fois sur le plan, en effet, et Maud Marion l'a très bien dit tout à l'heure, à la fois sur le plan humain, sur le plan juridique, et j'allais dire, penser les plaies à tous ces niveaux-là va être très long.
Effectivement, vous avez raison. Et d'ailleurs, je voudrais, juste avant de rendre la parole à Maud Marian, revenir avec vous, Marc Doyer, ici, sur effectivement comment ces soignants vont être perçus s'ils reviennent à l'hôpital, puisque le gouvernement a beau avoir annoncé qu'il allait réintégrer ces soignants. On a déjà revu un nombre de réactions médiatiques encore très, très hostiles aux soignants, même après que les institutions aient fait leur mea culpa. Je vous cite simplement deux réactions. D'abord, le docteur Jérôme Marty, un médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, qui a vraiment beaucoup œuvré pour la vaccination, qui a dit « On est profondément écœuré et c'est un sentiment collectif. Cela va créer des tensions dans les services et surtout, ceux qui ont perdu leur poste sont les plus extrêmes. Ils vont faire du prosélytisme anti-vax. » Et puis on a également Philippe Bleuat, directeur général de l'hôpital européen de Marseille et ancien président de l'Association européenne des directeurs d'hôpital, qui a tweeté, je cite, « Dubitatif à l'idée d'une réintégration des non-vaccinés, l'hôpital a-t-il besoin de soignants qui ne croient pas à la médecine, voire sont complotistes et ont abandonné les patients en pleine pandémie? Ce serait un mauvais signal envers l'immense majorité qui a fait son devoir. » Donc là, pareil, on a une inversion totale du discours, puisque c'est les soignants qui ont abandonné les patients, et donc on est toujours dans cette espèce de haine de la part d'une certaine partie de la classe des médecins envers ces soignants. Vous voulez mon avis Bien sûr. Écoutez, déjà, alors vous prenez un mauvais exemple, puisque le docteur Marty, alors moi j'ai du mal à mettre ce titre docteur devant ce nom, puisque d'abord c'est un médecin qui passe sa vie sur les plateaux télé et ça fait bien longtemps qu'il n'a pas vu un patient. C'est un des rares médecins, si vous allez sur le site Doctolib, où il y a de la place pour aller en consultation, alors qu'on sait qu'en France, partout, il y a une crise pour trouver un médecin. Donc c'est quand même formidable, il doit être extraordinaire, puisque c'est le seul qui a de la place dans son cabinet. En plus, ça fait partie quand même des gens qui ont raconté tout et n'importe quoi, donc j'invite simplement vos auditeurs à aller faire quelques recherches sur Marty, ils auront la réponse. Moi, je pense que le débat, il est bien plus... Il faut un débat national maintenant sur cette crise Covid. Déjà, je vais peut-être un peu mettre le pavé dans la mare, mais on a entendu à plusieurs reprises un député, Jean Lassalle, nous dire que le président de la République n'était lui-même pas vacciné et qu'il en avait les preuves. Donc moi, à Vérity France, on veut savoir tout ça, parce que c'est fondamental. Parce que si déjà, à la base, le chef de l'État qui nous a tous envoyés dans les vaccinodromes, lui-même pas vacciné, je pose la question, pourquoi ? Ensuite, on doit avoir un débat bien au-delà de savoir aujourd'hui s'il faut les réintégrer ou pas. C'est terminé, de toute façon, la loi va le faire, et bien heureusement. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs quand même. On a appris que les masques servaient pratiquement à rien, que le vaccin ne protégeait pas. Les gens, malgré être vaccinés, sont tombés malades. J'en suis la preuve vivante. J'ai été vacciné 2 fois, je suis tombé malade du Covid. C'est la première fois dans ma vie où je suis vacciné contre une maladie et où je tombe malade de cette maladie. Et où vous êtes traité de complotiste anti-vax alors que vous êtes vacciné. Mais oui, mais attendez, vous savez, les gens dont Marty d'ailleurs, qui emploient à longueur de journée ces termes de complotistes, pro-russes, anti-vax, ils sont juste pas crédibles puisqu'on est vacciné, donc on n'est pas anti-vax. C'est complètement ridicule. J'adorerais être anti-vax parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas sur votre entraîne et je serais certainement en train de profiter de mon épouse qui est à 6 pieds sous terre. Donc, c'est quand même assez marrant et drôle d'entendre ce genre de bêtises, de sottises. Il y a aussi quand même quelque chose de très important. Parce que moi, c'est ce que on m'a dit en milieu hospitalier. Les faux passes. Vous avez une partie du personnel qui aujourd'hui n'est même plus à jour de la vaccination et qui viennent nous dire qu'ils ne veulent pas réintégrer des soignants, entre guillemets, anti-vax et suspendus non vaccinés. Mais on marche sur la tête. Je veux dire, où est le bon sens et la logique dans tout ça ? Vous savez, un jour, j'ai rencontré une femme pompier qui était suspendue et qui m'a avoué la chose suivante, en disant, vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que je sais que mon supérieur hiérarchique, il a un faux passe. Et c'est ce monsieur qui a fait suspendre cette pompier. Donc, moi, ce qu'on veut à Vérity France, on veut des réponses à tout ça. Parce que c'est bien plus grave que ça. C'est de se dire, aujourd'hui, effectivement, pourquoi vous avez, par exemple, des soignants qui ont fait des faux passes. C'est la réalité. Je veux dire, personne ne va dire que je suis encore complotiste quand je dis ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est la réalité. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, moi, juste pour finir mon propos là-dessus, c'est que je pense qu'on aurait tous adoré qu'entre guillemets, il y ait un vaccin qui nous sauve et qui nous protège. Donc, repartons de ça. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Et effectivement, en plus, cerise sur le gâteau, il y a des gens qui ont été vaccinés et qui aujourd'hui sont morts d'effets secondaires.
Donc, encore une fois, moi, je demande aux autorités, ça fait des mois et des mois, je le crie, il faut maintenant qu'il y ait un vrai débat sur ce sujet-là et arrêter de diviser. On doit apaiser parce que dans toute cette affaire, il y a eu de la souffrance partout. Il y a des gens qui sont décédés du Covid, il y a des gens qui sont malades aujourd'hui encore du Covid avec des Covid longs, il y a des gens qui sont aujourd'hui lourdement handicapés à cause du vaccin, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, ça existe. Donc, arrêtons les petites querelles de clocher, arrêtons de faire intervenir des gens vraiment d'une médiocrité et encore une fois, je veux dire simplement d'une méchanceté, mais à toute épreuve, parce que Marty, Vargon et compagnie, quand même, moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai porté plainte pour ça. Ces gens-là, quand même, ont entretenu des réseaux de harcèlement, d'insultes vis-à-vis de malades, vis-à-vis de soignants, etc. Je pense qu'encore une fois, on est bien au-delà de tout ça. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Merci Marc Toyer.